Je suis très heureux de vous retrouver pour ce nouveau numéro de votre magazine Les dossiers sur Ecofin Télévision. Bienvenue à toutes et à tous. Nous évoquons aujourd'hui des questions en relation avec les relations bilatérales, justement, entre la République démocratique du Congo et le Royaume-Uni. Que se passe-t-il justement avec l'ambassadeur de la RDC nommé au Royaume-Uni, monsieur Ndolambe Ngokwei, nommé depuis novembre 2022, mais qui n'a toujours pas présenté ses lettres de créance au niveau du Royaume-Uni. Que se passe-t-il exactement? Nous évoquerons cette question dans cette émission et puis nous reviendrons ici au niveau de la République démocratique du Congo pour parler de l'intense activité diplomatique déployée par la nouvelle administration de l'ambassade du Royaume-Uni en République démocratique du Congo, des rencontres notamment avec des acteurs clés de la classe politique congolaise, sans parler aussi de ceux de la société civile. Nous en parlons dans cette émission avec Junior Badila depuis Londres. Bienvenue. Merci, M. Patrick Lumbala, de m'avoir invité. Merci beaucoup d'avoir donc accepté notre invitation. Je rappelle que je tiens à préciser que vous êtes journaliste, ancien des BBC et congolais, donc ancien des BBC, et vous vivez depuis une vingtaine d'années au Royaume-Uni et vous suivez de très près l'actualité en lien notamment avec la coopération entre la République démocratique du Congo et la Grande-Bretagne. Alors, la toute première question que je vais vous poser, je l'ai évoquée dans l'entame ici, l'ambassadeur de la République démocratique du Congo, Ndolambe Ngokwei, qui a également accompagné le président de la République lors de sa présidence à l'Union africaine, a été nommé par Félix Tshisekedi, évidemment, comme étant ambassadeur de la RDC au Royaume-Uni en novembre 2022. Mais jusque-là, il n'a pas encore présenté ses lettres de créance. Quelles sont les raisons officielles et même officieuses de cette durée? Alors, merci, M. Patrick Lumbala, d'avoir posé cette question. Vous l'avez bien dit pendant votre introduction. Et il a été nommé, M. Ndolambe Ngokwei, a été nommé comme ambassadeur du Royaume-Uni et de la Finlande, l'Autriche aussi, au Royaume-Uni au mois de novembre de l'année dernière. Mais jusque-là, il n'a pas encore présenté la copie, comme on dit, la copie figurée de sa nomination, c'est-à-dire les lettres de créance. Alors, il y a plusieurs raisons, selon certaines informations recueillies auprès du Foreign FCO. FCO, c'est l'équivalent du ministère des Affaires étrangères, c'est-à-dire le ministère qui s'occupe des Affaires étrangères et du Commonwealth. Cette période à laquelle il a été nommé, c'était à la période où les rois n'étaient pas encore intronisés, parce que c'est les rois en tant que garant, chef de l'État du Royaume britannique, du Royaume-Uni, qui reçoit les présentations des ambassadeurs accrédités ici au Royaume-Uni. Donc, c'était pendant cette période à laquelle les rois n'étaient pas encore intronisés, donc officiellement, ils n'étaient pas encore entrés en fonction afin de pouvoir recevoir, accueillir, c'est-à-dire suivre son agenda. Alors, selon les FCO, c'est-à-dire Foreign Commonwealth Office, il y a plusieurs ambassadeurs qui sont sur la liste, qui ont été nommés pendant cette période, qui attendent toujours les calendriers du roi. Alors, même quand vous allez sur les sites du FCO, c'est-à-dire même les sites du gouvernement britannique. On peut dire aujourd'hui que c'est une situation qui n'est pas propre à la République démocratique du Congo seulement. Ça, c'est la lettre, ça, c'est une version officielle. Donc, c'est une situation qui n'est pas propre à nous, la République démocratique du Congo. Mais il y a aussi une autre version officieuse, vous l'avez dit, où, selon cette version officieuse, sa nomination, la liste des diplomates qui devaient être accrédités ici au Royaume-Uni n'était pas complète. C'est-à-dire la liste où on nomme les ambassadeurs, l'ambassadeur, son attaché diplomatique, la liste n'était pas complète. Donc, les Royaumes-Unis attend toujours la liste complète depuis le ministère des Affaires étrangères, depuis la République démocratique du Congo, afin de finaliser les processus d'accréditation du nouvel ambassadeur, M. Ndolambe Ngokwei. Vous l'avez bien souligné. Quand vous allez même dans les sites du gouvernement britannique, vous allez voir ces sites qui a été actualisé tous les mois. Les sites ont été actualisés au début de ce mois de juillet. Vous allez voir que le nom qui est repris
sur la liste des ambassadeurs. Et en ce qui concerne la République démocratique du Congo, c'est toujours sa prédécesseur, Madame Njeka, qui était ici, qui est d'ailleurs a été nommée comme ambassadeur de la République démocratique du Congo au Royaume, aux Émirats arabes unis. Elle est toujours sur la liste des diplomates accrédités au Royaume-Uni. Mais il est actif, M. Ndola Mgonkwe, il est actif, il rencontre les membres de la diaspora, la société civile, et il est actif auprès de certains diplomates accrédités ici. Donc voilà les deux versions que nous avons personnellement, que j'ai recueillies. Et donc aujourd'hui, on peut dire que la République démocratique du Congo, selon les explications et la raison officieuse que vous venez justement de nous donner, que la RDC n'a pas encore finalisé avec les différentes personnalités qui doivent accompagner, qui doivent travailler dans cette délégation diplomatique au niveau du Royaume-Uni. Ça, c'est la version officielle. Donc, si on tient compte de cette version officielle, donc, la République démocratique du Congo n'a pas encore finalisé les processus d'accréditation de son ambassadeur ici. D'ailleurs, il y a plusieurs raisons pour pouvoir les croire. Notre ancienne ambassade qui était dans un point stratégique, c'était à Oxford. Oxford, c'est un point stratégique, nous n'avons plus cet ambassadeur, c'est cette ambassade. Donc, la représentation diplomatique, le bureau officiel de l'ambassade est repris là où c'était avant, c'est-à-dire à King's Cross. King's Cross, c'est la gare centrale, l'équivalent de la gare centrale ici, mais dans un quartier un peu plus populaire. Donc, cela laisse à croire que voilà, la version officieuse puisse être la version qu'on peut tourner autour pour croire que les processus d'accréditation des diplomates ici au Royaume-Uni n'est pas encore finalisé. C'est là empiète d'ailleurs, quand on voit, on peut analyser autour de ça, c'est là empiète d'ailleurs les enjeux que la RD Congo pourrait jouer pendant cette période, je pense que vous allez les souligner, c'est là empiète aux enjeux de la RD Congo, de pouvoir jouer son rôle de premier plan au sein parmi les diplomates accrédités ici au Royaume-Uni. Très bien. Alors, au vu de tout ce qui se passe maintenant, la nouvelle ambassadrice du Royaume-Uni, Mme Alison King, qui est d'ailleurs, on le souligne, très, très active sur le terrain, a déjà présenté ses lettres de créance au président de la République, mais au niveau du Royaume-Uni, le nôtre n'a même pas encore présenté ses lettres de créance. Est-ce qu'on peut parler aujourd'hui d'une diplomatie douteuse entre le Royaume-Uni et la République démocratique du Congo? C'est la contraste, en fait, la volonté de la République démocratique du Congo par rapport à celle du Royaume-Uni. Et le Royaume-Uni a clairement exprimé sa volonté à pouvoir établir un partenariat égal avec la République démocratique du Congo. La preuve en est que Mme Alison King a été nommée et elle a présenté ses lettres de créance auprès des chefs de l'État. Si c'était le cas contraire, c'est-à-dire si les Royaumes-Uni ne voulaient pas assez de pouvoir renforcer sa coopération bilatérale avec les Royaumes-Unis, avec la République démocratique du Congo, Madame Alison King ne serait pas nommée. Vous vous souvenez, elle vient de remplacer notre dame, Emily Moltmann. Mais Emily Moltmann. Juste après la fin du mandat de Madame Emily Moltmann, Madame Alison King, qui vient d'ailleurs du Liban, directement, elle a été nommée. Puis, quelques 2-3 mois après, elle a présenté ses lettres de créance et là, elle est active. Mais, quant à nous, ça empiète, d'ailleurs, ça affecte même la mission diplomatique de la République démocratique du Congo parce que le diplomate n'a pas encore présenté ses lettres de créance. Vous savez, pour que les diplomates soient en fonction, il y a plusieurs étapes. Donc, il doit être nommé, présenté officiellement, présenter ses lettres de créance. Donc, et alors, cette étape-là de la présentation des lettres de créance, selon cette version officielle, est handicapée par comme on dit, les slow process depuis la République démocratique du Congo. C'est ce qui, en principe, devait être étudié et au niveau du ministère des Affaires étrangères, pouvoir voir comment est-ce que et pourquoi est-ce que notre ambassadeur ici à Londres n'a pas encore présenté ses lettres de créance. Mais il est actif, comme je le dis,
tantôt, il est actif, il est en contact avec les membres de la diaspora. C'est pour la première fois d'ailleurs de voir un diplomate congolais ici actif avec les membres de sa diaspora expliquer la mission dans laquelle il est, expliquer les dynamismes dans lesquels il veut, la République démocratique du Congo veut jouer dans les échanges entre Londres et Kinshasa. Et il est aussi en contact, j'ai vu quand même, j'ai suivi ses publications sur les réseaux sociaux. Il est en contact avec certains diplomates ici pour pouvoir quand même confirmer sa mission. Vous savez, il a une mission combien importante pendant cette période cruciale pour la souveraineté, la coopération et les dynamismes de la République démocratique du Congo. Et vous vous souvenez, le chef de l'État était ici au mois d'octobre. Il a été reçu par les rois. C'était l'octobre de l'an passé. Et après, c'est après qu'il a nommé les nouvelles ambassadeurs. Mais avant M. Ngokwe, il est ambassadeur. Avant, on n'avait pas un ambassadeur ici. On avait une chargée d'affaires, Madame Njeka, qui vient d'être nommée aux Émirats arabes unis. Donc, cela montre un certain dynamisme. Et à notre niveau, à Kinshasa, c'est ce que la diaspora souhaite, c'est ce que nous souhaitons. C'est ce que, par mon observation, il faut que ce dynamisme soit aussi accentué au niveau de Kinshasa. Et il faut que nous soyons actifs, proactifs par rapport à cette diplomatie. On voit d'autres pays qui bénéficient des échanges avec les Royaumes-Unis, notamment les Rwanda, notamment l'Ouganda, notamment d'autres pays, les Ghana, les Nigeria, l'Afrique du Sud. Et ils en profitent. Pourquoi? Parce que les Royaumes-Unis jouent une position stratégique dans ces mondes multipolaires, notamment au sein du Conseil de sécurité des Nations Unies. Alors, parce que vous avez évoqué le Rwanda, il y a quelques semaines de cela, au début de ces missions, notamment sur le terrain, la nouvelle ambassadrice a rencontré le ministre congolais de la communication, Patrick Mouyaya, qui lui a clairement fait savoir que le Royaume-Uni doit utiliser aujourd'hui de sa proximité avec le Rwanda pour pouvoir les dissuader à poursuivre justement ces actions qu'il continue à mener dans l'Est de la République démocratique du Congo. Vous pensez que cette proximité du Royaume-Uni avec le Rwanda, la RDC peut jouer cette carte-là pour dissuader le régime de Kigali? Nous l'avons analysé à plusieurs occasions sur ces plateaux. Le Rwanda, c'est un État indépendant. Il peut tirer des alliances, c'est-à-dire mettre en place des alliances avec des pays qu'il veut, ou ces pays qui joueraient à ses intérêts. Et les Royaumes-Unis, pareil aussi. Les Royaumes-Unis peut initier, mettre en place des accords avec des pays auxquels il estime qu'ils joueraient à leurs intérêts. C'est ce qui est du domaine du normal, quoi qui est normal, pour que les Rwandais puissent aller à Brazzaville, puissent aller en Angola, en Afrique du Sud, en Centrafrique. C'est tout à fait normal, ça fait partie du dynamisme diplomatique du Rwanda. Mais le problème, c'est à notre niveau. Vous savez, M. Patrick, ça fait longtemps qu'on a commencé à pleurnicher, ça fait longtemps qu'on a commencé à pleurer. Moi, je pense que les problèmes de fond, ce n'est plus le discours. J'ai suivi messieurs les porte-parole du gouvernement et ministre de la communication, Patrick Mouyaya, quand il a reçu M. Simon Mustard, qui est le directeur au sein du FCO, Foreign Commonwealth Office, directeur Afrique. C'est bien de pouvoir pleurnicher, c'est bien de pouvoir faire des plaidoyers. Mais moi je pense qu'il est important d'être actif. On analyse ici que M. Ndolam n'est pas encore jusqu'à présenter ses lettres de créance. Ça doit nous inquiéter parce que c'est là où se joue la diplomatie. Vous savez, la diplomatie, M. Patrick, c'est la mise en œuvre de la politique extérieure d'un État. Mais comment est-ce que notre diplomate ici, qui n'est pas encore en fonction, pourrait mettre en œuvre la politique extérieure de la République démocratique du Congo ici, au même moment où il n'est pas encore accrédité? Il n'a même pas encore présenté ses lettres de créance. C'est quand même inquiétant, ça. C'est tout à fait inquiétant. Et là, nous, on commence à se focaliser sur les accords que le Rwanda signe avec ses partenaires. Quoi qui est normal pour nous, parce que le Rwanda fait partie
les Rwandais nous agressent. Ce n'est plus un secret, c'est connu de tous. Les rapports des experts des Nations Unies sur la République démocratique du Congo a été présenté au mois de juin. C'est clair. Et le Royaume-Uni s'est aligné à cette déclaration. C'est clair. Mais le plus important pour nous, de pouvoir jouer aussi nos cartes. Vous savez, sur le plan, la définition de la diplomatie, c'est-à-dire mettre en pratique la politique extérieure d'un État, ça c'est théorique. Mais sur le plan pratique, il y a des dessous des cartes qui jouent. Il y aurait peut-être d'autres dessous des cartes que M. Ndolam pourrait jouer. Il y a aussi notamment les carnets d'adresses, ce qui est très important. Et on reconnaît quand même à M. Ndolam cette expérience dans le monde diplomatique et il peut faire quelque chose sur ce point-là. Tout à fait. Il a accompagné le chef de l'État à l'Union africaine. Il était parmi le membre du panel au sein de ces comités présidentiels à l'Union africaine. C'est un ancien diplomate chevronné. Il a travaillé dans des institutions internationales. Donc voilà, il peut jouer son carnet d'adresses autour de ça. C'est un diplomate chevronné. Il ne vient pas de nulle part. Donc voilà, mais il n'est pas aidé. Il n'y a pas de dynamisme au niveau de Kinshasa. Vous savez, en dehors de la diplomatie, il y a aussi des dessous des cartes, comme les mouvements, comme les lobbyismes, par exemple. Il y a des groupes de pression. Le mot lobbyisme, d'ailleurs, vient du Royaume-Uni, vient de l'Angleterre. C'est-à-dire, aux côtés de la diplomatie, il y a du lobbyisme, il y a des groupes de pression, il y a des Congolais ici qui sont connectés avec des groupes de pression. C'est ce que le Rwanda fait d'ailleurs. C'est ce que le Rwanda fait. Vous savez, aujourd'hui, le Rwanda joue à la diplomatie économique. Vous savez, dans ce monde multipolaire, aujourd'hui, c'est la diplomatie économique qui compte. Ce ne sont que des intérêts économiques. Donc voilà, au lieu de pleurnicher, au lieu de faire des plaidoyers, au lieu de faire des discours dans des bureaux UP à Kinshasa, moi je pense qu'il faut renforcer d'autres sortes de diplomatie, c'est-à-dire les lobbyismes et les groupes de pression comme ici à Londres. Il y a pas mal de groupes de pression ici. Les membres de la diaspora qui sont ici, ils sont connectés avec ceux qui parlent avec Kigali. Ils sont connectés avec ceux qui parlent avec Kampala. Ils sont connectés avec ceux qui parlent avec Johannesburg. Ils sont connectés avec M. Simon Mostad qui était à Kinshasa. Moi, je pense que c'est ça le plus important. Et c'est ce que Mme Alison King est en train de faire. Elle est connectée avec la société civile parce qu'elle sait que la société civile à Kinshasa, en Afrique, joue un rôle très, très important. C'est la porte-voix de la population. C'est ce qu'elle fait. Elle est active. Et aussi, à notre niveau aussi, les diplomates doivent être actifs, les groupes de pression doivent être aussi actifs, au lieu, c'est-à-dire actifs, renforcés par les dynamismes de Kinshasa. Je vais vous dire une anecdote. Vous savez, l'Inde et la Chine, vers les années 80, 60, vers les années 70 et 80, étaient considérés comme des pays pauvres, des PMA, comme on disait, le pays des moins avancés. Mais c'est ce qu'ils ont fait, l'Inde et la Chine à l'intérieur. Ils ont renforcé leur force interne. Ils ont défini les enjeux qui concerneraient leur population dans les 20 ans à venir. Ils ont renforcé le rôle de la société civile et de la diaspora. La Chine et l'Inde ont joué sur leur diaspora. La diaspora chinoise ici au Royaume-Uni, parmi les diasporas les plus fortes. La diaspora indienne ici au Royaume-Uni est parmi la diaspora la plus forte. Moi, je pense que c'est ce que la République démocratique du Congo devrait aussi penser, redéfinir ses enjeux, toucher à sa diaspora, afin de pouvoir redynamiser, protéger ses frontières, défendre les intérêts de son peuple. Et justement, nous avons constaté, et on le sait très bien, qu'avec la politique diplomatique du Royaume-Uni en République démocratique du Congo, c'est notamment beaucoup plus tourné vers l'humanitaire. On l'a vu avec Emily Moltmann. On l'a vu également avec l'ex-ambassadeur du Royaume-Uni en RDC, John Morton, ils étaient beaucoup plus tournés vers le côté humanitaire et des rencontres avec notamment la société civile, mais avec la nouvelle ambassadrice qui est là, Alison King, on sent un nouveau paradigme, en tout cas dans sa façon de faire les choses. On l'a vu rencontrer des acteurs majeurs de la classe politique congolaise, l'opposition,
la majorité, la société civile et même l'Église catholique qui est aujourd'hui pratiquement un maillon très, très important dans la vie, on va dire, politique, même la marche politique du pays. Qu'est-ce qui peut expliquer aujourd'hui ce changement de paradigme dans la politique britannique en RDC? Une bonne question, M. Patrick. Vous savez, ça fait mal quand, plus de 60 ans après nos indépendances, les indépendances africaines, on continue, c'est-à-dire le monde occidental continue à dire à nos dirigeants, à nos leaders, comme quoi nettoyer, balayer, désherber, et puis vous aurez un bonbon. C'est comme on traite un enfant, en fait. Mais vous savez, à chaque type de coopération, dépend un autre. Il y a un autre type de coopération selon les États, en fait. La République démocratique du Congo, c'est parmi les 11e pays les plus vastes au monde. Premier ou deuxième pays les plus vastes en Afrique. Et avec d'ici 30 ans, selon les statistiques, nous serons à 200 millions d'habitants. D'ici 30 ans, 200 millions d'habitants. Et la population est jeune. Plus de 60% de la population congolaise est jeune. Donc, si on fait des projections dans les 15 à 30 ans à venir, cette population jeune d'aujourd'hui serait pauvre. Parce qu'elle est déjà pauvre aujourd'hui, elle est pauvre, elle est moins éduquée, elle n'a pas de support social. Donc, des projections qui sont faites au niveau des institutions internationales, au niveau soi-disant des bailleurs de fonds, et au niveau de nos partenaires comme le Royaume-Uni, note que d'ici 30 ans, la population d'aujourd'hui, la jeunesse d'aujourd'hui serait pauvre. Donc alors, qu'est-ce qu'il faut? Il faut directement aller à cette population. Mais c'est à nous maintenant, nos dirigeants, à nous la République démocratique du Congo, de pouvoir définir les cartes, de pouvoir définir nos enjeux. La Chine l'a fait, l'Inde l'a fait, l'Afrique du Sud l'a fait, et le Ghana l'a fait. Le Vietnam l'a fait, Cuba l'a fait. C'est à nous aussi. Nous sommes un grand pays et la République démocratique du Congo est le théâtre des enjeux aujourd'hui sur le plan climatique, sur le plan minéré et sur le plan démographique. La République démocratique du Congo joue un rôle de premier plan en Afrique et au monde. Nous sommes au cœur des enjeux. Les terrains des enjeux. C'est à nous maintenant de pouvoir définir nos cartes. Quand nous arrivons à définir nos cartes, c'est là où nos partenaires viendront, comme les Royaumes-Unis, à pouvoir travailler autour des cartes que nous, la République démocratique du Congo, nous avons définies. Au lieu de pouvoir se caracoler sur les cartes définies ailleurs, les cartes définies à Londres, les cartes définies à Bruxelles, les cartes définies à Washington, ou les cartes définies ailleurs, peut-être à Istanbul ou à Beijing. Donc voilà un peu, c'est ce que nous devons faire, préparer notre jeunesse, redéfinir nos enjeux, savoir d'ici 15 à 30 ans où serait la République démocratique du Congo par rapport à sa démographie, par rapport à ses enjeux, par rapport à ses ressources. Je ne sais pas si nous savons que nous jouons un rôle très important actuellement dans le monde. Ça, c'est une question à poser à nos dirigeants et à ceux qui nous dirigent. Plusieurs missions diplomatiques en RDC, ça veut dire les ambassades de plusieurs pays ici en RDC. Le pays, justement, les reproche une chose, c'est cette tendance à vouloir s'ingérer, justement, dans la politique intérieure de la République démocratique du Congo, avec cette nouvelle dynamique qu'amène Alison King. Vous ne pensez pas que nous risquons de tomber également dans les mêmes dérives décriées contre les autres ingérences, parce que je rappelle ici que elle continue d'ailleurs jusqu'à aujourd'hui à rencontrer des acteurs majeurs de la classe politique et qui vont devoir prendre part au processus électoral. N'y a-t-il pas cette volonté-là à s'ingérer dans les affaires internes de la RDC, notamment en ce qui concerne le processus électoral? Mais c'est tout à fait normal. Quand nous relayons aux aides financières, quand nous relayons aux aides humanitaires, et quand nous voulons organiser les élections et on vous dit voilà, nous avons contribué au budget de la CENI et 10%, 20, 30, 40% de la CENI vient de telle ou telle organisation, vient de tel pays. Vous savez, la main qui donne sera toujours au-dessus de la main qui reçoit. C'est tout à fait normal. C'est à nous alors, comme je le dis, de pouvoir redéfinir nos cartes. La République démocratique du Congo ne manque pas de moyens. La République démocratique du Congo a assez pour pouvoir s'autosuffire. Au moment où nous serons en mesure de nous autosuffire,
et ces partenariats égal à égal entre le Royaume-Uni et la République démocratique du Congo seraient effectifs. Alors si Madame Alison King, qui est, vous l'avez dit, est active sur le terrain, pourquoi? Parce que le Royaume-Uni a participé ou participe à contribuer dans le développement de notre population, de l'éducation. Le Royaume-Uni est là dans la lutte contre la malnutrition. Vous savez, dans la lutte contre la malnutrition, le Royaume-Uni est là. Dans l'organisation de notre société, l'organisation politique, le Royaume-Uni est là, notamment à financer l'organisation des élections. C'était pareil avec la Chine. Vous savez, la Chine est restée pendant des années sans aide, mais la Chine s'en est sortie. Et c'est pareil avec Cuba. Aujourd'hui, les États-Unis voulaient combattre le Cuba quand Cuba a signé des accords avec la Russie récemment là. Mais Cuba ne dépend pas, bien que Cuba est toujours sous l'objet des sanctions de l'embargo des États-Unis, mais Cuba se suffit de lui-même. Voilà, c'est ce que la République démocratique doit faire, c'est suffire de lui-même avec ses potentiels démographiques, ses potentiels climatiques, énergétiques. Moi, je pense qu'on sortira de cette ingérence au moment où nous serons capables de pouvoir nous autosuffire. Donc voilà ce qui est le plus important. Très bien. Alors, nous sommes arrivés à la fin de cette émission. Nous sommes dans les toutes dernières minutes de l'émission. Je vais vous poser ces deux dernières questions. Alors, la première, c'est est-ce que aujourd'hui, les tensions diplomatiques entre la République démocratique du Congo et le Rwanda peuvent mettre en mal la mission de Alison King? Parce qu'on sait quand même qu'elle est très, très attendue sur ce point-là, notamment dans la prise des positions du Royaume-Uni. Et la dernière question, vous allez y répondre un peu plus vite pour qu'on finisse avec cette émission. Est-ce que la solution ultime serait tout simplement pour la RDC d'intégrer le Commonwealth pour que justement ces doléances soient prises en compte? Elle prit ses fonctions pendant une période cruciale de l'histoire de la République démocratique du Congo. Vous savez, la République démocratique du Congo connaît une instabilité depuis 1994, depuis les génocides rwandais. Et depuis 1994 jusqu'à aujourd'hui, la République démocratique du Congo traverse des moments exceptionnels en ce qui concerne son histoire. Sur le plan social, la République démocratique du Congo est déstructurée. Sur le plan militaire, elle est déstructurée. Sur le plan politique aussi, on voit l'ingérence, on voit comment est-ce qu'on voit ça hein, quand vous suivez, je suivais M. Bitakwira qui d'ailleurs faisait allusion au livre de Michel Onana quand il dit voilà, il faut cesser, hein, il répondait je crois, aux représentants de l'Union européenne en République démocratique du Congo. C'est une ingérence. Pourquoi cette ingérence? Parce que nous, la République démocratique du Congo, nous sommes déstructurés. La République démocratique du Congo est déstructurée. C'est très important de le savoir. Et elle est devenue faible. Elle est devenue faible et n'arrive pas à jouer son rôle de premier plan sur le plan international et sur le plan africain. Alors, le Rwanda en profite de sa position géostratégique, de ses relations bilatérales avec le Royaume-Uni et bien d'autres partenaires, ce qui est du domaine du normal pour qu'il puisse jouer son influence. Et le Rwanda joue son influence. Il est à Brazzaville, il est en République centrafricaine, il est dans bien d'autres pays, donc il profite de sa position. Alors, Madame Alison vient dans ce contexte-là. Ce n'est pas un contexte facile. Alors, pour nous, de pouvoir sortir de ces non, pour que le Royaume-Uni sorte de ces non-ingérences, c'est à nous de pouvoir redéfinir nos cartes. C'est à nous de pouvoir s'autosuffire. C'est à nous de pouvoir renforcer les capacités de nos institutions. Nos institutions sont faibles aujourd'hui. On parle de la diplomatie. L'ambassadeur ici n'a pas encore présenté ses lettres de créance. Nos institutions sont faibles et nos populations ne sont pas préparées à pouvoir se défendre. Quand on se défend, c'est pas que militairement. La population doit être capable, doit être équipée, doit connaître l'histoire. Je ne sais pas si aujourd'hui vous demandez aux jeunes de Kinshasa de pouvoir vous rencontrer pourquoi ils ne sont pas, pourquoi ils n'étudient pas, pourquoi ils ne reçoivent pas des aides sociales de l'État. Ce sera difficile qu'ils vous répondent. Si vous demandez à la jeunesse congolaise, chinoise, aujourd'hui, pourquoi la République démocratique du Congo est stable, cette jeunesse serait en difficulté de pouvoir vous répondre concrètement avec des détails. Pourquoi? Parce que
la situation sociale est déstructurée. C'est ce qu'il nous faut aujourd'hui. C'est pouvoir restructurer notre système social, de pouvoir équiper notre jeunesse et de pouvoir équiper notre armée, de pouvoir nous tossifier. Voilà, en fait, c'est ce qui nous reste. Alors, le Royaume-Uni, vous savez, dans son dynamisme du XXe siècle... Un peu plus rapidement, Junior Badila, nous sommes arrivés à la fin de l'émission. Un peu plus rapidement. Le Royaume-Uni, je disais, dans son dynamisme du XXIe siècle, et vite, le Royaume-Uni a pris leçon de ces années du colonialisme et d'avant-colonialisme. Le Royaume-Uni essaye de ne plus s'ingérer, de s'immiscer dans les affaires internes des pays. Alors, pour que le Royaume-Uni ne s'immisce pas dans nos affaires, s'il s'immisce, c'est à nous de pouvoir redéfinir nos cartes, équiper notre jeunesse. Alors, votre dernière question concerne ça, c'est-à-dire le Commonwealth. Le Commonwealth. Je ne pense pas il serait important de pouvoir joindre le Commonwealth, mais la configuration de la République démocratique du Congo ne nous permet pas de joindre le Commonwealth. Il nous parvient aujourd'hui de pouvoir équiper notre pays, de pouvoir renforcer nos institutions. Et à être prêt avant de joindre le Commonwealth, nous devons renforcer nos institutions, préparer notre peuple, à savoir pourquoi nous rejoignons le Commonwealth. Le monde est multipolaire aujourd'hui. Il y a plusieurs institutions d'influence aujourd'hui. Vous avez les BRICS. Ça veut dire, si je vous comprends bien, un peu plus rapidement, si la RDC intègre aujourd'hui le Commonwealth dans ces conditions, nous risquons d'être des suivistes tout simplement. Nous risquons de joindre un mouvement sans pour autant connaître les causes. Nous devons connaître les causes, redéfinir nos cartes, c'est-à-dire joindre le Commonwealth avec nos propres enjeux. Quels sont les enjeux du Commonwealth? Une ligne diplomatique très bien établie. Merci, bien entendu, une ligne diplomatique très bien claire, une vision claire. Pourquoi nous rejoignons le Commonwealth? Il y a bien d'autres pays. Le Rwanda fait partie de deux. L'OIF et les Commonwealth. Et le Mozambique, qui est un pays lusophone, fait partie des Commonwealth. Pourquoi? Parce que les Mozambique, le Rwanda, les Togo, les Gabon ont bien défini leurs cartes et ils savaient qu'est-ce qu'ils auraient au sein du Commonwealth. Le Commonwealth, c'est beaucoup plus une organisation économique avec 131 billions de dollars des partenariats d'accords économiques. Donc, sur le plan économique, ça pourrait aider la République démocratique du Congo, mais la République démocratique du Congo, comme je l'ai dit, joue un rôle très important au sein de l'Afrique. Donc, nous devons redéfinir nos cartes afin de joindre Commonwealth. Merci beaucoup, Junior Badila, pour toutes ces précisions très, très, très cruciales tout au long de cette émission. Merci, M. Patrick Lumbala. C'est toujours un plaisir d'échanger avec vous. Merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation aujourd'hui. Je rappelle que vous êtes journaliste congolais basé à Londres et initiateur justement des AUK Radio au niveau de Londres, la capitale du Royaume-Uni. Vous étiez également ancien des BBC. Merci une fois de plus d'avoir accepté notre invitation aujourd'hui. Merci à vous également, chers téléspectateurs, de nous avoir suivis. Je vous souhaite une très, très bonne suite des programmes sur votre chaîne. À très vite.